accuse les dirigeants du Parti communiste chinois d'une intention de détruire les Ouïghours en tant que groupe. Le travail forcé de centaines de milliers de personnes dans la région chinoise du site. La stratégie de séparation des familles et les campagnes de stérilisation. Les gens qui vont travailler dans ces usines à très bas prix ou dans les champs sont des gens qui sont arrachés à leur milieu forcés. Les États-Unis ont annoncé leur décision de bloquer toutes les importations de coton provenant de cette région. Mon objectif principal, c'est de découvrir le Xinjiang et puis d'expliquer vraiment ce qui se passe là-bas à mes compatriotes. Je ne voulais pas revenir, mais je suis revenu parce qu'en fait, il y avait des attaques des médias contre moi et je voulais pouvoir dire « je suis allé encore une fois et voilà ce que j'ai vu ». Le système est tellement verrouillé, le système de propagande est tellement verrouillé qu'il ne risque rien. La vérité, ça n'existe plus dans notre système. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est effectivement que le monde découvre enfin qu'on nous a menti en Occident depuis le départ. On nous a, y compris nos propres politiciens, ont menti sur cette question. Et c'est au détriment des populations. Que les hirondelles s'envolent au printemps et qu'il y a un printemps au Xinjiang. Kashgar est situé dans le sud-ouest du Xinjiang. C'est la région qui compte la plus grande population ouïghour de Chine. Les premières traces de l'ancienne ville de Kashgar, située au centre de Kashgar, remontent à il y a plus de 2100 ans. À cette époque, elle était déjà un marché international sur l'ancienne route de la soie. De nos jours, on peut encore observer ces anciennes traditions commerciales en visitant le Grand Bazar. L'ancienne ville de Kashgar est devenue l'une des destinations touristiques les plus attractives du Xinjiang. Je leur fais un concert, non? C'est la lutte finale pour nous et demain l'international sera le genre humain. Oui, c'est pas que ça. De profession, je suis éditeur. Je suis un des éditeurs de Maxime Vivas et j'ai le grand plaisir de l'accompagner aujourd'hui. C'est certainement la seule région musulmane au monde où les femmes et les enfants peuvent sortir habillés comme elles veulent et ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup pour que le Xinjiang reste pas partie de la République chinoise et ne devienne pas le Turkestan oriental, ne devienne pas un califat ou une république théocratique comme l'Afghanistan. Parce que si la Chine perdait son combat pour préserver le Xinjiang, tout le monde ici sera habillé avec un château. C'est obligé. Ça va passer par l'Afghanistan, ça va arriver ici, les femmes à la maison, les filles mariées à 13 ans avec leur oncle, et c'est ça, hein, c'est terrible à côté. Les gens ne voient pas ça, et en France, les mouvements féministes n'ont pas compris ça. Les mouvements féministes sont contre la Chine dans ce combat pour le Xinjiang. C'est une erreur tragique. Moi, je sais que je suis très sensible à ça. La moitié de la population du Xinjiang, ce sont des femmes. Il y a un bon mélange de population. On a une impression pas dire de calme, mais d'harmonie. Voilà, c'est une impression d'harmonie. On voit aussi qu'il y a eu énormément d'investissements chinois
Et on comprend l'intérêt pour la Chine de faire des investissements. C'est l'ouverture pour la route de la soie, c'est l'ouverture vers l'ouest. Ici, c'est Kashgar, je dis c'est là. C'est Shanghai, c'est Dongfang-Minzhou. Et Kashgar, c'est Xifang-Minzhou. À la Chine et au Xinjiang et à la liberté. J'avoue que je suis stupéfait, ça dépasse mes attentes. Je ne pensais pas à une telle prospérité. Je ne pensais pas à une telle activité, une telle animation dans les rues, à une telle liberté d'aller et venir. Surtout que là, nous étions en fait à Kashgar. Kashgar est tout près de la frontière avec l'Afghanistan. Et on parle de 2 régions musulmanes, et c'est le jour et la nuit. Dans la rue, si on compare par exemple dans une ville comme Paris, est-ce qu'on voit des papiers par terre? Non. Est-ce qu'on voit des bouteilles par terre? Non. Est-ce qu'on voit des voitures abîmées ou des voitures brûlées dans la rue? Non. À Paris, on voit ça. Est-ce qu'on voit des poubelles dans la rue? Non. Les poubelles, elles sont ramassées avant, c'est-à-dire qu'elles sont entreposées dans les résidences et après elles sont retirées. On ne voit pas de poubelles. Donc, est-ce qu'on voit des rats dans la rue? À Paris, on voit des rats partout dans la rue. Hier soir, on a vu des gens qui déambulaient. Les Ouïghours, qui sont très très sympathiques, ont accepté de se faire photographier avec nous. On a plusieurs photos avec des familles Ouïghours, avec une enfant Ouïghour. Monsieur, vous aussi, Madame Pierre. Allez, t'as fini là, vas-y là. Oui, ok. 1, 2, 3. Ah oui, alors là, regarde-moi, là-dessus. Et donc tout ça, ça a duré jusqu'à minuit. On est parti à minuit et on a vu dans ce qui correspond à ce que je savais, mais pas du tout à ce que racontent nos médias. Nos médias ne racontent pas ça. Pour le média, il n'y a pas de liberté d'aller comme ça, il n'y a pas ce bonheur, cette décontraction du peuple ouïghour qui sort le soir pour se promener dans le grand bazar, comme on fait dans d'autres pays. Voilà. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est un bazar que j'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu 2 fois, mais je l'avais vu le jour. À l'époque, on ne pouvait pas le voir la nuit. Le bazar, c'était dangereux. Nous venons de voir une exposition sur la déradicalisation au Xinjiang. Nous avons vu à quel point cette région de Chine a connu un véritable cauchemar depuis 1990 jusqu'à 2016, enfin, une série d'attentats d'une barbarie insoutenable. Je suis encore sous l'émotion, mais effectivement, j'ai été surpris par la quantité d'actes terroristes qui avaient été commis. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Je savais qu'il y en avait, mais je ne savais pas qu'il y en avait autant. En France, on a une couverture des actes terroristes qui est extrêmement bizarre. Une mine, ouais. Je crois qu'il y a eu 30 morts au moins. Ah, Coal Mine, c'est là. Oui. Le matin de 18 septembre 2015, un groupe de terroristes a attaqué une mine de charbon dans une aire montagneuse dans le comté de Baisheng, à la préfecture d'Assou. Voilà. Okay. C'est celui-là. Hein.
Maxime, tu cherchais l'attentat de septembre 2015 près dans une mine de charbon. Et parce que tu avais vu la façon dont c'était reporté en France, et c'était une façon absolument scandaleuse. Hein. Il y avait eu une polémique avec la journaliste du Nouvel Observateur, qui est un observateur très très connu en France, très important. Et elle avait fait un article dans le Nouvel Observateur en disant que l'attaque de cette mine n'était pas du terrorisme, mais c'était certainement un acte de mécontentement spontané, parce qu'ils avaient été expropriés, ou ils avaient été humiliés. Elle avait inventé des raisons qu'elle ne connaissait pas, elle disait probablement. Elle disait c'est pas le terrorisme. Ah, c'est septembre 2015. Alors, novembre 2015, si le moindre journaliste en France avait fait l'apologie, avait présenté les barbares là, qui ont fait ces attentats comme des libérateurs, vous imaginez le tollé que ça aurait fait? Mais comme c'est la Chine, tout est possible. Oui. On est arrivé à un degré de racisme, de folie, jusqu'à justifier le massacre barbare d'ouvriers des mines dans la presse française. Oui. Biz aramızda bir soluk içker alim ilmamı yok. Bir başlap kaldık. Hem bizning mushu birodarlar jihat qiziqtirgan jihatning fazilati haqida va tabliqlarini bir yo'llab tursinlar. Masalan, xilofat tuzuminin bayrog'ini yo'llab turishim. Biz xilofat mumkinimizga bir bay'at e'lon qilib, bayroqni chiqarib shuni yasash imkoniyati bo'lsa bayroqni yasab, shu bayroq oldida niqob holatda bir kichkina xilofat tuzuminidagi qarindoshlaringlarga va bizningki bosh amirimiz bo'lgan Abu Bakr Bag'dodiy hafizullohga qarta bir gap so'z qilib bir yo'llasanglar. À Kashgar. En 2010. En 2010. Il y avait des groupes qui ont obligé les femmes à s'habiller comme ça. 他们想问，当时在开始是所有的妇女都是必须要穿这种蒙面罩袍的吗？就是受极端思想侵染的一些妇女。 Et j'imagine que jamais les femmes n'ont porté le voile comme ça dans cette région. 他们是当时否定和排斥一切世俗文化，是宣扬他们不能看电视、听广播、读报纸，葬礼不许哭，婚礼不许笑，强迫妇女必须穿这个蒙面罩的。 C'était l'islam radical, c'était l'islam la branche la plus radicale. Pas de musique, pas de danse. Fondamentalisme. 是阻止一切人类文明的进步。 Nous avons vu aussi le programme, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de ces terroristes, les vidéos qu'ils passaient, des vidéos d'égorgement, des vidéos où des enfants sont manipulés, on les voit manipuler des armes. Enfin, vraiment une vision de l'islamisme le radical qui n'a strictement rien à voir avec la religion qu'ont toujours pratiqué les gens dans cette région, enfin ceux qui sont dans la confession musulmane. Et parce que, comme on le sait, hein, sont d'abord les musulmans qui ont souffert le plus du terrorisme, mais là aussi au Xinjiang, on voit vraiment le degré d'horreur absolu. C'est la barbarie pure pour déstabiliser un pays. Et on voit bien, bon, ce sont les méthodes du djihadisme international. D'ailleurs, c'est le même drapeau de Daesh. Et lorsqu'on parle des trois fléaux, séparatisme, extrémisme, terrorisme. Séparatisme. Il y a eu des tentatives de séparatisme et de terrorisme jusqu'en 2016. Ça, on le sait, c'est connu en France. On le sait, ceux qui veulent se donner la peine de le savoir peuvent le savoir. Est-ce que depuis 2016, il y a eu des attentats? Non, il n'y a pas eu d'attentats. Est-ce qu'il y a eu des manifestations? À ma connaissance, il n'y a pas eu de manifestations. Donc, en France, il y a toujours ces manifestations de séparatisme où les communautés sont opposées. Est-ce que les communautés Han et les communautés d'autres minorités sont opposées? Lorsqu'on se promène dans la rue, on n'a pas cette impression. On n'a pas l'impression que les communautés sont opposées. Que nous aussi, nous avons eu des séparatistes. C'était l'Algérie.
Nous avons eu des séparatistes, c'est le Pays Basque. Nous avons eu des séparatistes, c'était la Nouvelle-Calédonie. On a tué autant de monde qu'on pouvait tuer. On a tué 200 000 en Algérie, en Nouvelle-Calédonie. On a exécuté tous les Kanaks qui étaient dans une grotte et ils s'étaient rendus. On les a exécutés au Pays Basque, sur le territoire français, dans l'Hexagone. On a créé un organisme policier officieux pour tuer des Basques dans la rue. Et donc, ce que vous faites n'est pas très violent. Simplement, vous avez une lutte dure, sévère, impitoyable, mais dans le cadre de votre loi. Conformément à la loi antiterroriste de la République populaire de Chine et à 2 règlements locaux, à savoir les mesures de la région autonome ouïghour du Xinjiang sur la mise en œuvre de la loi antiterroriste de la République populaire de Chine et le règlement de la région autonome ouïghour du Xinjiang sur la déradicalisation, des centres d'enseignement et de formation professionnelle ont été créés et offrent un programme d'études qui comprend le chinois parlé et écrit standard, la compréhension de la loi, les compétences professionnelles et la déradicalisation. Ces centres permettent également de réinsérer des personnes qui ont commis des actes illégaux ou criminels de terrorisme et d'extrémisme religieux et visent à protéger au maximum les droits fondamentaux des citoyens contre le terrorisme et les groupes extrémistes religieux. Donc il y a une politique de fermeté. Il y a une politique de fermeté, il y a une politique pour la radicalisation qui a été positive parce que au lieu de prendre les gens comme en disant vous êtes des mauvais, on va vous tuer, on va vous mettre en prison. Non, on a dit on va vous donner une chance. Vous aussi vous êtes des victimes parce que vous avez été influencés. Ce n'est pas dans leur esprit d'aller dire Allahu Akbar et puis d'aller égorger les gens. Non, ce n'est pas le cas. Il y a eu une tentative de le faire au Xinjiang. La Chine a éradiqué extrêmement efficacement ceux qui étaient les plus radicaux et a repris ses fils et les a ramenés dans le droit chemin par des programmes d'intégration. Ce qu'on a vu ce matin, les médias appellent ça un centre de concentration. Et en France, un centre de concentration, ça fait penser au centre que les nazis avaient en Allemagne et où ils exterminaient les prisonniers. Donc quand on dit en France que quelqu'un est dans un centre de concentration, un camp de concentration, c'est ce qu'il peut y avoir de plus horrible. 我们采取的寄宿制管理的模式，周一至周五上课，周六周日休息。期间如果学员有事可以请假。这个期间的这个食宿、培训全部是免费的。Et quand la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, est venue au mois de mai 2022 en Chine pour examiner les droits des Ouïghours, elle a dit dans une déclaration « On m'a dit que les centres étaient fermés ». Elle n'en était pas sûre. Mais moi, je vais pouvoir dire que j'en ai vu un, que je l'ai visité et qu'effectivement, il est fermé et que maintenant, c'est une école. Moi, j'ai visité des prisons en France. Quand on visite une prison, c'est pas du tout comme une école. Hein. C'est pas la peine d'être très, très malin pour voir la différence qu'il y a entre les deux. Non, non, là, effectivement, c'est une école qu'on a vue. On n'a pas vu les écoliers parce qu'ils étaient en vacances aujourd'hui. Mais sinon, moi, ça me suffit. J'en ai vu assez. À l'époque, le Centre d'éducation et de formation de Kashgar a proposé de nombreuses formations professionnelles, notamment dans les secteurs de la beauté, de la coiffure, de la couture, de l'assemblage de produits électroniques et de l'agroalimentaire, en accord avec les besoins de la société et les souhaits des étudiants. Bien qu'une maladie empêche Madame Bière de parler, elle a fidèlement noté ce qu'elle a vu et entendu au cours du voyage. Il y a eu des boulots. Hein? Oui. Oui, c'est ça, ouais. C'est le but, c'est de les former qui travaillent. Faire baisser le chômage. Si. Mais
Ils bénéficient en fait de formation pour avoir des métiers, pour faire différentes formes de sport. Ils gagnent même des tournois. En ping-pong, par exemple, j'ai vu ça. Et puis cet accès à la formation, cet accès au mandarin. Dieu sait que l'apprentissage en est long. Et voilà, j'ai vu à quel point donc il y avait du respect pour y compris pour leur propre religion, à l'intérieur même de cette école. On leur dit, vous avez raison d'être musulman, c'est votre conviction, vous avez tout à fait le droit, on ne cherche absolument pas à aller à l'encontre de ça. Il n'y a aucun viol des consciences. Nous en France, on fait des polémiques pour savoir si on va les reprendre. On va les reprendre en France, si on va reprendre leurs enfants, si on va reprendre leurs femmes, etc. Je pense qu'on n'a pas prévu de les réintégrer comme la Chine. La question est presque dangereuse. Moi, si on avait ces centres de formation qu'il y avait en Chine, moi, je serais plus confiant. Parce que vrai, c'est une mesure humanitaire de reprendre des enfants qui n'étaient pour rien. Mais effectivement, faut leur donner un cadre, une éducation qui les réinsère complètement. Chez nous, on connaît, c'est une parole de notre grand poète national, Victor Hugo. Victor Hugo, il disait: ouvrez une école, vous fermerez une prison. C'est ce que vous avez dit, et c'est ce que vous faites. Vous ouvrez des écoles pour que parce que les gens mieux éduqués sont moins violents, toujours. Et puis, s'ils sont mieux éduqués, ils ont un avenir qui peut être meilleur, et ils le savent. Donc, si on veut éradiquer le terrorisme, c'est un bon moyen aussi d'éduquer les gens. C'est un moyen aussi de leur donner une information. L'autre moyen, c'est que vous le faites aussi, c'est de leur donner une instruction sur ce qu'est la Chine, la Constitution, la République chinoise. Mais tout ça, vous le faites. Aujourd'hui, de nombreux étudiants, autrefois profondément influencés par des idéologies extrémistes, sont revenus à une vie normale. Ils ont trouvé un emploi, certains ont même ouvert leur propre magasin et mènent une vie paisible. Le Xinjiang s'est débarrassé de l'ombre de la terreur et grâce aux efforts conjoints de la population locale et du gouvernement, la région peut à nouveau profiter de la paix, de la tranquillité et de la prospérité. Mais la Chine, tout simplement, sans employer forcément ce mot-là, a cette politique en fait républicaine d'harmonie entre les ethnies, puis de respect des différentes religions. Quand elle reste en fait dans un cadre qui ne devient pas politique. C'est là le moment, c'est à partir du moment où l'islam devient politique, il devient théocratique, il devient de l'islamisme. Et là, ça pose problème. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nous venons de visiter une médersa, donc en arabe madrasa, c'est-à-dire une université islamique. Nous avons rencontré l'imam, un accueil extrêmement chaleureux, et qui nous a fait visiter un complexe absolument magnifique, qui comprend une mosquée sans doute la plus belle que j'ai vue au Xinjiang. Il nous a fait visiter notamment la bibliothèque. Bien sûr, on a compris que les langues de travail, les langues qui sont utilisées sont bien sûr le mandarin, le ouïghour et l'arabe. 这个就是我们又是这个中国伊斯兰教协会教务指导委员会编译的，又是另外一种，这是阿拉伯语的，这是国家通用语言文字的。这是阿语。وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Un imam barbu,
parce qu'on m'avait dit que la barbe était interdite. Ben là, je vois qu'il est barbu. Et puis, en expliquant, il a dit un nom où j'ai cru reconnaître Bachelet. Mais c'était pas. Et donc j'ai insisté, c'est Michel Bachelet. Il dit oui, et puis il m'a montré l'endroit, le siège où elle était assise. Moi, Michel Bachelet. Je me suis assis au siège, sur le siège où était assise Michel Bachelet. Et à l'endroit où j'étais assis, il y avait donc autour de moi, il y avait des livres, des revues. Et j'ai vu qu'il y avait des revues en arabe, en mandarin et en ouïghour. Donc Michel Bachelet, qui est la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, ne peut pas ignorer que des magazines en ouïghour existent au Xinjiang. Et dans l'université islamique? Dans l'université islamique. Alors, donc tout ça, elle peut le dire si elle veut. Et alors évidemment, elle a fait une déclaration le 28 mai, avant de repartir de Chine, qui était une déclaration qui était pas très critiquable, c'était pas trop mal. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Voilà. Mais malheureusement, 2 mois après, quand le rapport de l'ONU est sorti, 13 minutes avant que la fin de son mandat de 4 ans, d'une part, son nom ne figure pas. Dans le rapport, il n'y a pas une seule allusion à la visite proprement dite. Ce sont des considérations générales, c'est ce que doivent être les droits religieux, démocratiques, raciaux, etc. Et Michel Bachelet n'apparaît pas dans ce rapport. Pour pouvoir discuter, pour pouvoir écrire sur ce document, j'ai demandé aux responsables à l'ONU du service de traduction en français, je lui ai demandé qu'il me communique le document en français. Comme ça, il ne peut pas y avoir d'erreur de traduction. La réponse qu'il m'a faite, c'est que le document n'existe pas en français. Il m'a envoyé le document en anglais. Pourtant, c'est une langue de travail à l'ONU. La France est de 2 langues officielles de travail de l'ONU. Ce document-là n'existe pas en français. C'est dommage parce que les médias en ont profité pour mentir dès le début. Ils disent le rapport de l'ONU, mais ce n'est pas un rapport de l'ONU. C'est une évaluation de l'ONU. Quand on traduit, vous parlez anglais tous les deux, on dirait que report, c'est un rapport, et assessment, c'est une évaluation. Et c'est tout à fait différent. Moi, je me suis procuré des rapports de l'ONU, ça s'appelle un rapport de l'ONU. C'est tout à fait différent. Donc, visiblement, elle s'est fait tendre le bras, Michel Bachelet. Oui, d'ailleurs, vous aurez remarqué que depuis que ce document est sorti, elle a complètement disparu. On n'entend plus, les médias ne l'interviewent plus, on ne la voit plus. Oui. Comme s'il était morte, comme s'il était évaporé. Et voilà, c'est le nouveau final. Aujourd'hui, ce portable accessible. Elle aime le football alors? 1, 2, 3. C'est la filature, on faisait à la main avant avec le rouet. C'est une sorte de rouet. Il y a eu en France des titres de journaux, des titres en première page. Ouïghours, 500 000 esclaves dans les champs de coton. On voit que la Chine est loin d'être isolée, elle est loin d'être condamnée, au contraire, elle a un pouvoir d'attraction pour le reste du monde, pour le sud global. Et je vous remercie de faire vivre la danse et le folklore de votre pays, parce que c'est très important, comme ça vous défendez votre intérêt, l'intérêt de vos sœurs, de vos enfants, et puis aussi l'intérêt de la République.